Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le président de la commission électorale indépendante sera notre invité. M. Ibrahim Coulibaly Kuibier se prononcera sur les résultats de la présidentielle, résultats proclamés par la CEI et validés par le Conseil constitutionnel. Donne vainqueur le président Alassane Ouattara avec plus de 94% des voix et une participation de plus de 53%. Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sera rénové. Le coup d'envoi des travaux a été donné aujourd'hui par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Le stade Félix Houphouët-Boigny sera ainsi rafraîchi en vue de la CAN 2023. La gendarmerie nationale a interpellé une dizaine de personnes et saisi plusieurs armes à un bateau. L'opération a été menée au lendemain des affrontements survenus entre les communautés. Le commandant supérieur de la gendarmerie en mission d'apaisement sur le terrain a appelé au vivre ensemble. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans le domaine du cacao se consolide. Les directeurs généraux du Conseil Café-Cacao des deux pays ont été élevés au grade de compagnons dans l'ordre du Volta à Accra. Une distinction sélective, la coopération ivoiro-ghanienne a des retombées pour les producteurs. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Tout d'abord, cette adresse Son Altesse l'émir du Qatar, adresse un message de félicitations à son Excellence le Président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à l'occasion de sa victoire pour un nouveau mandat présidentiel. Et je le disais dans les titres, le président de la commission électorale indépendante est avec nous, M. Ibrahim Coulibaly Kuibier, nous éclairera sur les chiffres de la présidentielle. Ces chiffres proclamés par la CEI et validés par le Conseil constitutionnel donnent vainqueur, je rappelle, le président Alassane Ouattara avec 94,27% des suffrages et un taux de participation qui s'élève à 53,90%. Bonsoir, M. Ibrahim Coulibaly Kuibier. Bonsoir, madame. Alors, s'il y a un chiffre qui était attendu, c'est celui du taux de participation. Dites-nous comment a-t-il été calculé et sur quelle base? Le taux de participation est de 53,90%. Comme son nom l'indique, le taux de participation permet d'appréhender les Ivoiriens qui ont participé effectivement au vote. Participer, c'est prendre part au vote. Il est calculé sur la base qui suit. On fait la somme des votants qu'on déduit de la population électorale. Tel est le principe. De sorte que le principe aurait été, dans son application, 7 495 000 personnes, 0,89 électeurs, moins le nombre de votants pour trouver le taux de participation. Mais comme je l'ai dit, la participation sous-entend prendre part. Or, il se trouve que certains de nos concitoyens ont empêché l'administration électorale de se déployer sur toute l'étendue du territoire, empêchant celle-ci d'ouvrir ses bureaux et permettre à la population d'exprimer sa volonté de participer à l'élection. Comme je le dis toujours, voter, c'est mettre le bulletin dans l'urne. C'est un droit. Comme ne pas voter, c'est également un droit. Donc, voter ou ne pas voter est un droit. Sauf que, quand le citoyen décide de voter et qu'un autre l'empêche de voter, ce n'est plus le droit. Alors, c'est pour cette raison que, pour sanctionner un tel état de fait, la commission électorale a déduit de la population électorale toutes les zones qui n'ont pas pu participer au vote pour apprécier le taux de vote, le taux de participation, ce qui semble normal, parce que participer, c'est prendre part. Ils n'ont pas pu prendre part parce que l'administration électorale n'a pas pu se déployer sur toute l'étendue du territoire. Alors, il se trouve donc qu'il s'agit de 4 780 bureaux de vote. Sur les 22 381 bureaux de vote, il s'agit de 4 780 bureaux de vote qui correspond à une population électorale de 1 428 641. Alors, quand on déduit les 1 428 641 de 7 495 082, nous avons 6 066 441 qui ont voté. Alors, qui ont participé au vote. Et maintenant, dans ces 6 millions, il y a 3 millions et quelques
qui ont participé au vote, qui ont exprimé leur suffrage. D'accord, et donc qui ont voté. Alors, est-ce que la mise à l'écart de certaines localités dans les calculs que vous venez de faire n'influence-t-elle pas la sincérité du vote? Non, pas du tout. Mais si on veut appréhender effectivement la sincérité du vote, c'est d'apprécier effectivement ceux qui ont participé au vote. Vous ne pouvez pas apprécier la sincérité du vote quand on empêche certains de participer au vote. Parce que je dis bien, si le citoyen, il reste chez lui à la maison, pour quelque motif que ce soit, même à répondre à un mot d'ordre de boycott, c'est son droit. Mais quand il décide de venir voter et qu'un autre l'empêche de voter, mais on ne peut pas prendre l'empêchement pour apprécier le processus électoral, la crédibilité du processus électoral. En le faisant, on ne rend pas compte de la réalité. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas eu l'aptitude à participer au vote ne peuvent être computés dans le taux de participation. Voilà. D'accord. Alors donc, pour ceux qui disent qu'il y avait plus de 7 millions de personnes inscrites donc, sur la liste électorale, alors le taux de participation pour eux ne tient pas compte de ce chiffre de base. Mais bien sûr, il ne peut pas... les 7 495 082, c'est ceux qui étaient habilités à voter à l'issue de la révision de la liste électorale. Mais il se trouve qu'à l'occasion du scrutin, un certain nombre d'Ivoiriens a donc décidé d'empêcher d'autres Ivoiriens de participer. Mais ce n'est même pas ça le problème. C'est quand on empêche l'administration électorale. Je vous explique, madame. Lorsqu'il s'est agi d'organiser les élections, nous avons prépositionné tout le matériel électoral dans nos commissions locales. C'est à cela que celles-ci servent. Et il s'agissait des urnes, des isoloirs et tout le matériel. Et il se trouve que certains Ivoiriens ont décidé de s'en prendre à la commission électorale indépendante. Ils ont tout cassé. Nous avons reconditionné le matériel. Mais cette fois-ci, nous l'avons déposé à la brigade et dans les commissariats. Ils sont partis dans les brigades, ils les ont cassés. Nous avons reconditionné. Quand on décide de partir par voie terrestre, ils nous mettent des abattis sur la route. Nous avions été obligés d'acheter près de 32 tronçonneuses et louer des pick-up pour prendre nos éléments de sécurité pour accompagner le cortège. Et arrivant en ces lieux, quand on finit de découper les tronçons, les troncs d'arbres sur le tronçon, quand on rentre dans la ville, ils viennent à raisonner notre véhicule, ils l'incendient et ils brûlent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous décidons de passer par voie aérienne. Et quand nous atterrissons, dès qu'on dépose le matériel, ils viennent le faire. Ils viennent détruire ce matériel, empêchant ainsi, dans 4780 bureaux de vote, l'administration électorale de se déployer. Vous convenez avec moi que ici, ces citoyens n'ont pas été à mesure d'exprimer leur choix, car l'exercice auquel nous invite le vote, c'est d'exprimer la volonté de l'électeur, qui peut consister à voter ou à ne pas voter. Mais on n'empêche pas l'électeur de participer au vote, à l'effet pour lui d'exprimer sa volonté. C'est pour cette raison que pour éviter de telles situations, ce qui n'est pas d'ailleurs nouveau, nous avons décidé de sortir de la population électorale ceux qui n'ont pas eu l'aptitude d'exercer leur volonté sacrée qui est de voter ou de ne pas voter. Et cela s'élève, cette population s'élève à 1 428 641. D'accord. Alors, il y a des thèmes qui méritent d'être expliqués. Bien sûr. Bulletin nul, bulletin blanc. Oui. De quoi s'agit-il? Quelle est la différence? Alors, quand on apprécie le taux de suffrage exprimé, comme je vous l'ai dit, quand on participe à un vote, c'est pour appréhender la volonté de l'électeur, laquelle volonté s'exprime sur un bulletin. Et ce bulletin doit revêtir, cette volonté doit revêtir un certain nombre de caractéristiques, notamment la clarté, la précision. Lorsque l'électeur exprime sa volonté, il faut que cette volonté soit claire et précise. Mais quand elle est équivoque, ne permettant pas ainsi au juge électoral d'appréhender sa véritable volonté, on l'annule. Alors quand vous décidez d'apprécier le taux de suffrage exprimé, mais vous ne mettez pas le bulletin nul parmi le taux de suffrage exprimé, parce que, évidemment, l'électeur n'a pas pu exprimer sa volonté. Je vous prends un exemple. Nous avions 4 candidats. Et puis, vous cochez dans les 4 cases. Qu'est-ce que vous avez choisi? Rien. Rien. Ben, dans ce cas, le juge ne peut pas appréhender ce que vous voulez. D'accord. Donc, c'est pour cette raison qu'on annule un tel bulletin.
Et le bulletin nul ne fait pas partie de la computation du suffrage exprimé. D'accord. Alors le suffrage exprimé va s'obtenir par la somme des suffrages exprimés au profit de chaque candidat plus le bulletin blanc. Mais qu'est-ce que c'est que le bulletin blanc? Le bulletin blanc, c'est le bulletin où l'électeur exprime sa volonté, mais ne le fait pas au profit d'un candidat. Il vient, il met son bulletin sans désigner un candidat. C'est un bulletin blanc. Il a l'intérêt d'apprécier la volonté de l'électeur qui dit « j'aime le vote » parce que le vote est le procédé qui est prévu par la Constitution. N'oublions pas qu'il y a plusieurs modalités de prendre le pouvoir, soit par la force, soit par la monarchie, soit par l'élection. Et nous, on a choisi le mot de l'élection. La Constitution le dit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple le transfère à ses gouvernants élus par le biais de l'élection. Donc nous avons choisi l'élection. Alors, il n'y a pas de violence dans l'élection. Alors quand le citoyen vient s'exprimer de cette façon, il fait partie de ceux qui ont exprimé leur volonté. Sauf que, à la différence du bulletin nul, lui, il ne désigne personne. Alors que l'autre, il ne désigne personne parce qu'on n'arrive même pas à appréhender la volonté de l'électeur. Voilà la différence. On n'arrive pas à appréhender son choix. On n'arrive pas à appréhender. Il fait un choix, mais qui ne profite à personne, à aucun des candidats. Et le bulletin blanc est computé dans le suffrage exprimé parce qu'il aura exprimé sa volonté, contrairement au bulletin nul. D'accord. Alors, on va en venir au taux obtenu par les différents candidats. Comment les calcule-t-on? Alors, le taux obtenu se fait en fonction du suffrage exprimé. On a des gens qui sont, les électeurs qui sont inscrits dans un bureau de vote. La loi dit qu'au maximum, c'est 600 personnes. Mais nous avons considéré que 600 personnes dans un bureau de vote, ça fait beaucoup. Donc, nous avons limité à 450 personnes. Le maximum et le minimum, c'est 70 personnes. Alors, il y a des candidats. Les votants sont ceux-là qui expriment leur suffrage au profit de chaque candidat. Alors, le candidat qui sera élu, c'est celui-là qui aura eu le plus de suffrages à son profit au détriment des autres. Voilà comment ça se calcule. D'accord. Alors, ces mots de calcul que vous venez d'expliquer, sont-ils universels ou propres à la... Bien sûr, ce sont les règles du jeu. C'est universellement admis. Vous savez, avant, on votait avec des balles. C'est pour cette raison qu'on parlait de ballotage. Mais maintenant, ce sont des bouts de papier sur lesquels on inscrit l'expression de son choix. Donc, voilà, c'est tout. Alors, quand vous avez eu le maximum de suffrages exprimés au profit de tel candidat, ben c'est ce candidat-là qui gagne. D'accord. Alors, après la présidentielle, quel est le calendrier de la Commission électorale indépendante? Après la présidentielle, conformément aux dispositions constitutionnelles, ce sont les législatives qui viennent comme prochaine échéance électorale. Prévue selon la Constitution quand? Techniquement parlant, c'est en décembre. Mais matériellement parlant, on ne peut les tenir maintenant. Donc nous allons nous accorder avec le gouvernement et les partis politiques pour déterminer une date à l'effet de mener à bien cette mission qui est celle d'organiser les élections législatives. Merci, M. Coulibaly Kuibié. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Au thème donc de l'élection présidentielle tenue le 31 octobre dernier, qui a vu la victoire du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, le groupe parlementaire RHDP du Sénat a fait une déclaration pour saluer l'élection du président Ouattara. Le groupe parlementaire RHDP du Sénat dénonce les violences survenues au cours de ce scrutin et appelle tous les Ivoiriens à cultiver la paix. Herman Divé. Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, déclaré vainqueur de la présidentielle du 31 octobre dernier par le Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat de Côte d'Ivoire salue cette victoire et livre son regard sur la tenue du scrutin. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat félicite chaleureusement son candidat, le président Alassane Ouattara, pour sa brillante élection. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat se réjouit de constater que le peuple de Côte d'Ivoire a relevé le défi de l'organisation et de la tenue de cette élection à la date constitutionnelle. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat note avec satisfaction le bon déroulement de l'élection sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat remercie les Ivoiriens et Ivoiriennes pour avoir fait preuve de civisme et de patriotisme. Toutefois, le groupe parlementaire RHDP au Sénat note avec amertume que dans quelques régions,
le vote a été émaillé de violence, ayant entraîné des dégâts matériels et des pertes en vies humaines suite à l'appel à la désobéissance civile et au boycott actif lancé par une partie de l'opposition politique. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat dénonce ces actes contraires à la démocratie. Il présente ses condoléances aux familles éplorées, souhaite prompt rétablissement aux blessés et témoigne de sa totale solidarité à ceux qui ont perdu des biens. Le groupe parlementaire HDP au Sénat invite les Ivoiriens à œuvrer ensemble dans l'Union pour bâtir une Côte d'Ivoire réconciliée et unie. 13 partis de l'opposition faisant partie d'une plateforme ont animé un point presse et cette plateforme félicite le gouvernement pour la tenue de la présidentielle et particulièrement la commission électorale indépendante et exhorte le gouvernement ivoirien à poursuivre le dialogue avec l'opposition. Le reportage est signé Ahmed Traoré Abdoulaye Koné. Après la validation du scrutin du 31 octobre par le Conseil constitutionnel, confirmant l'élection du candidat du RHDP, Alassane Ouattara, comme président de la République, la plateforme AID et UMPP, à savoir l'Alliance des Ivoiriens démocrates et l'Union des masses populaires pour la patrie, fait la déclaration suivante. Le présidium de l'AID et de l'UMPP adresse au président élu ses chaleureuses félicitations. Nous encourageons le président élu, Alassane Ouattara, à poursuivre ses efforts pour la consolidation de la paix. L'AID et l'UMPP lancent un appel à tous les Ivoiriens pour qu'ils placent par-dessus tout la paix et la cohésion sociale et cherchent à résoudre tous les différends par le dialogue et les voies du droit. Nous nous félicitons de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, ce qui augure des lendemains meilleurs. Nous demandons à chacun d'œuvrer pour la paix et la réconciliation. La plateforme AID et UMPP est un groupement de 13 partis politiques de l'opposition. Elle souhaite le renforcement du dialogue entre les autorités du pays et les partis de l'opposition. Doumbia Major, président du CPR, Congrès panafricain pour le renouveau, a aussi prononcé une conférence de presse. Il appelle à l'union des filles et fils de la Côte d'Ivoire. Le reportage d'Ahmed Traoré est commenté pour vous par Astou Touré. Durant la conférence de presse qu'il a animée, Doumbia Major a fait un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique. Face à la presse, il a adressé ses félicitations au président Alassane Ouattara pour son élection, puis exhorté les autorités du pays à prôner le dialogue avec la classe politique ivoirienne. Il y a 3 millions et plus d'Ivoiriens qui ont voté pour le président Ouattara. Pour nous, cela est une réponse claire au débat sur l'éligibilité et montre que les Ivoiriens sont mobilisés et tiennent à la démocratie et qu'ils montrent à notre peuple et à nos hommes politiques que l'élection est la seule voie d'accès au pouvoir. Nous saluons le dialogue. Nous invitons le président Ouattara à poursuivre dans le sens du dialogue. Un dialogue inclusif. Un dialogue avec un esprit de fraternité, de sincérité. Au cours de ce rendez-vous avec la presse, le président du CPR, Congrès panafricain pour le renouveau, a déploré l'attitude de l'opposition ivoirienne concernant la création du CNT, le Conseil national de transition. Nous avons condamné la CNT, Conseil national de transition. Ce n'est pas acceptable dans notre pays que des individus qui n'ont pas participé à une élection se déclarent d'une certaine façon vainqueurs et mettent en place un gouvernement. Ce serait la porte ouverte au désordre, à l'anarchie. Au terme de ce rendez-vous, le conférencier a lancé un appel à tous les Ivoiriens pour qu'ils placent par-dessus tout la paix et la cohésion sociale. La ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, vient de réagir à travers un communiqué sur le traitement de l'information par les médias sur la présidentielle. Le communiqué est lu par Cheikh Koné. L'autorité de la communication audiovisuelle ACA constate que suite à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, certains médias audiovisuels internationaux présentent une situation chaotique de la Côte d'Ivoire, ne correspondant à aucune réalité tangible et se font parfois le relais d'appels séditieux.
La ACA relève que ces informations dont la véracité n'est nullement établie sont de nature à inciter à la haine et à la violence et à fragiliser ainsi la cohésion sociale. La ACA tient à exprimer sa vive préoccupation quant à cette manière de traiter l'information et invite par conséquent les médias audiovisuels dans leur ensemble à un traitement davantage professionnel et responsable de l'information en vue de préserver la paix et contribuer de manière significative à la réussite du dialogue dans lequel les acteurs politiques ivoiriens se sont engagés. Fait à Abidjan le 13 novembre 2020, pour la ACA, le président, Maître René Bourgoin. Dans l'actualité nationale également, la gendarmerie a interpellé une dizaine de personnes et saisi plusieurs armes en bateau. Les faits limiers ont fait cette opération au lendemain des affrontements entre les communautés survenues dans la localité. Le commandant supérieur de la gendarmerie, en mission d'apaisement sur le terrain, a échangé avec les différentes couches sociales et a appelé au vivre ensemble, nous dit Abou Sanogo. Un bateau. Ville du centre-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Moronou, se remet des frictions qui se sont soldées par des morts, des blessés et des destructions de biens. Au lendemain de ces événements, la gendarmerie nationale a, au cours d'opérations de démantèlement de barrages et de perquisitions, réussi à interpeller une dizaine d'individus et saisi plusieurs armes. Il s'agit notamment de 8 fusils de type calibre 12, 2 fusils de type calibre 14, un pistolet artisanal et de nombreuses cartouches. Tous ces individus interpellés seront conduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Un bateau renoue à présent avec le calme après l'intervention des forces de l'ordre déployées. Et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Alexandre Apalou Touré, a multiplié pour sa part les rencontres avec l'ensemble des populations pour les exhorter à l'unité et au vivre ensemble. Un comité de veille a par ailleurs été mis en place à cet effet pour restaurer et maintenir la confiance entre les différentes parties. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, appelle aussi à la paix. Elle était ce vendredi au centre hospitalier universitaire de Cocody pour exprimer la solidarité et la compassion du gouvernement aux victimes des violences issues de la présidentielle. La ministre Mariatou Koné a salué la prise en charge médicale accordée à tous ces patients et rassure leurs familles sur la gratuité des soins. Elle a invité tous les Ivoiriens à cultiver la paix. Le gouvernement ivoirien continue d'être solidaire des victimes des violences qui ont émaillé l'élection présidentielle. Une mission vient justement de séjourner à l'intérieur du pays pour rencontrer les populations impactées par ces violences et s'imprégner de leurs besoins. La ministre Mariatou Koné vient de recevoir cette mission qui est chargée de l'évaluation rapide des besoins des populations. Astou Touré. 85 morts, plus de 480 blessés, de nombreux dégâts matériels et des déplacés. C'est le bilan des violences enregistrées lors de l'élection présidentielle de 2020. En marge de cette élection, un groupe d'évaluation rapide des besoins des populations en période conflictuelle était sur le terrain. Un comité composé, entre autres, du HCR, de l'UNICEF, de la Croix-Rouge, de la CEDEAO et de l'OMS. 25 localités ont été visitées et 22 ont observé des mouvements de population. Les besoins prioritaires restent l'alimentation, l'abri, la santé et l'éducation. Aujourd'hui, les partenaires ont aussi fait le point sur les actions qu'ils ont déjà entreprises à travers à la fois des partenariats qui ont été activés, des ressources qui étaient disponibles, des stocks qui ont été mis à la disposition pour porter un premier appui à ces familles. Mais nous avons convenu donc de mettre à jour ces besoins avec une liste exhaustive et de continuer de travailler avec le gouvernement pour venir en aide le plus rapidement possible auprès de toutes les familles qui sont concernées. Occasion pour Mariatou Koné de rappeler la nécessité d'aller à la paix. La ministre de la Solidarité entend tout mettre en œuvre pour favoriser le retour des déplacés vers leur milieu d'origine. L'État fera tout pour être aux côtés des victimes. Et pour cela, nous avons commencé un certain nombre d'actions, d'assistance. L'appel à l'apaisement, c'est un appel permanent que nous lançons. C'est un appel que nous lançons tous les jours. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous devons faire en sorte que le pays ne brûle pas. Nous devons faire en sorte que les acquis que nous avons obtenus en matière de cohésion et de réconciliation soient préservés et que nous puissions vivre ensemble malgré nos différences parce que, au-delà de la politique, nous demeurons frères et sœurs.
Selon le groupe d'évaluation rapide, 5530 personnes se sont déplacées du fait des violences, certains à titre préventif, d'autres pour fuir les violences intercommunautaires. Appel à la paix entendu dans les différentes localités, notamment dans la région du Go. Les populations vaguent tranquillement à leurs occupations dans une ambiance paisible. Après le scrutin présidentiel, la vie a repris son cours normal dans la ville de Gagnoa et les localités environnantes comme Saint-Fra, Bayota et Serio. On fait le constat avec Charles Tatou. La vie reprend son cours normal dans les villes et villages après le scrutin présidentiel. Nous sommes sur l'axe Yamoussoukro-Saint-Fra, zone à forte production de vivriers. Les conducteurs de tricycles se frottent les mains pour la reprise de leurs activités. Chaque voyage, ça dépend. Souvent, on fait à 5 000. Souvent, si ce n'est pas loin, on fait ça à 2 500. Par jour, on peut faire 10 voyages ou bien 15 voyages comme ça. Les acteurs des filières bananes et fruits ont investi les villages, lieu de stockage des productions. Demain, nos marchés, c'est Abidjan. On doit faire le chargement aujourd'hui, dimanche. On charge des camions et véhicules de transport pour l'approvisionnement quotidien des marchés d'Abidjan et de Bouaké. Ça fait 2 semaines ici, je suis là. Et puis, on est venu chercher bagages. Comme le temps nous a menaçant, ça va maintenant. On cherche bagages pour aller à Abidjan, pour aller voir comment ça est là-bas. Saint-Fra, les remous sociaux connus par certaines localités n'ont pas affecté la ville. L'harmonie entre les communautés a fait barrage aux vieux démons de fragilisation de la paix et la cohésion sociale. On vit avec nos frères de façon intelligente. Après les événements électoraux, on vit bien. On a eu l'habitude de nous côtoyer, on a eu l'habitude de nous amuser ensemble et c'est ça qui continue. L'ambiance dans le marché, une des preuves. Je suis venu acheter mes mèches pour aller me tresser. Ici à Saint-Fra, on vit en fraternité ici. Tout va bien. Mais seulement, on rend gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que cela soit. Néanmoins, on constate une petite morosité à cause des congés scolaires. Idem à Bayota, dans la région du Go. Chez nous ici à Bayota, dans la ville de Bayota, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de palabre. Voilà, après les élections et avant les élections, nous sommes tous là, nous vivons en frères. Gagnoa, chef-lieu de région, les remous sociaux n'ont pas épargné la ville. Mais très rapidement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Les autorités locales ont usé de toutes les stratégies pour ramener la paix. Certains jeunes gens profitent pour créer le doute. Et c'est dans ce sens-là que j'ai essayé de créer peut-être un petit groupe de veille dans le quartier. S'il y avait des problèmes, des personnes suspectes, d'alerter tout de suite le préfet de police pour partir vérifier vraiment si ces personnes-là sont de ce quartier, bien qu'est-ce qu'ils sont partis faire. Je crois que je fais vraiment le tour de plusieurs quartiers. Et Dieu merci, rien à signaler à ce jour. La vie a totalement repris. Les maquis et les boîtes de nuit reçoivent leur monde habituel. Et la Côte d'Ivoire célèbre justement la journée de la paix dimanche prochain. En raison de cette fête, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations ivoiriennes que le dimanche 15 novembre 2020, journée nationale de la paix déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et je l'annonçais dans les titres, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sera rénové. Le coup d'envoi des travaux de réhabilitation a été donné aujourd'hui par le ministre des Sports, Paulin Claude Danho. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement. Le stade Félix Houphouët-Boigny, rafraîchi, devrait être prêt pour la CAN 2023. Arsène Kouassi. La Côte d'Ivoire est en passe de tenir les délais et réussir le pari de l'organisation de la CAN 2023. Après l'état d'avancement encourageant des travaux de construction et de rénovation des stades de Yamoussoukro, Bouaké, San Pedro et Korogo, c'est au tour du mythique stade Félix Houphouët-Boigny de faire sa mue. Comme en témoigne le lancement des travaux de rénovation de cette enceinte sportive par le ministre des Sports ainsi que certains membres du gouvernement. Pour marquer la détermination du gouvernement et saluer la présence très distinguée de nombreux membres du gouvernement qui montrent l'engagement du gouvernement à respecter ses engagements vis-à-vis de la CAF en réalisant ses infrastructures sportives pour la CAN 2023.
vive le Félicia, pour que vive la Côte d'Ivoire. L'entreprise en charge des travaux assistée de l'Office national des sports et du Bureau national d'études techniques et du développement se disent honorés de cette mission qui leur sont assignées pour une période de 18 mois. Nous sommes conscients de la complexité et de la difficulté de ce projet, mais nous sommes convenus que l'expérience acquise dans divers stades au monde, et en particulier dans le stade de la paix au Boaké, nous donnera les outils et les connaissances nécessaires pour atteindre notre objectif. Pour rappel, la rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny constitue l'un des 5 stades devant abriter les compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Et toujours en sport, le ministre du Budget du portefeuille de l'État a visité le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara du taekwondo. Le ministre Moussa Sanogo est allé s'imprégner de l'avancement des travaux avant l'inauguration officielle de ce joyau architectural. Jean-Sylvain Rissot. Après le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, il y a de cela quelques mois, c'est au tour du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, de se rendre sur le site du Centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara pour constater par lui-même le niveau d'achèvement des travaux. Des travaux achevés à 99%. Le ministre Moussa Sanogo a profité de l'occasion pour visiter le gymnase, la bibliothèque, la salle d'éthique et les bureaux de la fédération. C'était également l'occasion pour lui de mesurer les besoins devant permettre de rendre totalement opérationnelle l'infrastructure avant sa prochaine inauguration officielle. C'est une infrastructure supplémentaire qui est mise à la disposition de la ville d'Abidjan, puisqu'on a vu quand même que c'est un centre qui est plutôt polyvalent. Il y a beaucoup de choses qu'on peut y faire. Et puis surtout pour le taekwondo qui nous a valu beaucoup de lauriers, en particulier ces dernières années. C'est vraiment une infrastructure qui vient à point nommé. Je ne peux souhaiter qu'une longue vie à la Fédération ivoirienne de taekwondo et surtout que ce centre ait un bel avenir également, qu'il ait un entretien approprié. Et je voudrais indiquer que nous serons là aussi pour jouer notre partition de ce côté-là. Rappelons que le centre sportif culturel et d'éthique ivoiro-coréen Alassane Ouattara est construit sur une superficie de 8 824 mètres carrés et financé à plus de 6 milliards par le gouvernement coréen à travers l'Agence coréenne de coopération internationale. Dans le domaine agricole, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana au niveau du cacao se consolide. Les directeurs généraux du Conseil Café Cacao et des deux pays ont été élevés au grade de compagnons dans l'ordre du Volta à Accra, une distinction sélective. Seulement 43 personnalités ont été élevées dans cet ordre à ce jour. La coopération porte ses fruits et elle permet aux producteurs de récolter $400 par tonne vendue. Noël Nyagno. Jubilé House de Accra, ce jeudi 12 novembre 2020. Un lieu et une date que n'oublions pas de sitôt qu'honore Ibrahima Yves, directeur général du Conseil Café Cacao, et Joseph Boahin Aïdo, directeur exécutif du Ghana Cocobod. En ce jour et en ce lieu, ils ont été élevés au rang de compagnons du Volta, un ordre sélectif. De 1960 à 2020, il ne sont que 43 personnalités du monde de l'éducation, de l'agriculture et autres à avoir été distinguées dans cet ordre. À l'origine de cette reconnaissance, leur mérite à travers l'avènement de l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire. Une sorte de bouée de sauvetage pour les producteurs des deux pays, plus de 65% de l'offre mondiale du cacao. Ainsi, malgré la baisse des cours de cette année 2020, Covid-19 oblige, les paysans de ces deux pays ont un prix rémunérateur de 1000 francs CFA le kilogramme Borchamp. Une réussite que le président Nana Akufo-Addo du Ghana a tenu à marquer d'une pierre blanche ce 12 novembre, après son homologue de Côte d'Ivoire, le 1er octobre à Yamoussoukro. Ils nous font honneur, mon homologue Alassane Ouattara et moi. Je salue leur excellente contribution et leur engagement à l'amélioration du revenu des producteurs et leur mieux-être. Une reconnaissance à forte dose émotive. En me distinguant, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, ma famille et mes collaborateurs du Conseil du Café Cacao que vous honorez ainsi. Recevoir une telle distinction dans son pays est déjà une source de fierté. Et cette fierté prend une dimension encore plus grande lorsque la distinction est accordée par un pays frère et surtout un grand pays comme le Ghana. Consolider cet acquis et gagner d'autres batailles, voilà l'engagement des distingués.
Après cette étape, nous allons travailler à consolider les acquis et gagner l'adhésion des partenaires pour pérenniser l'initiative Cacao Ghana Côte d'Ivoire. Toute chose saluée par les producteurs. C'est vraiment un honneur pour moi de voir deux pays différents par la langue, mais qui s'entendent parce que le même produit qui est le cacao et qui se battent pour nous, les producteurs de cacao dans nos deux pays. Pour le ministre ghanéen de l'Agriculture, cette réussite doit faire tache d'huile dans tous les pays producteurs. Cette initiative doit être étendue à l'ensemble des pays producteurs pour sa pertinence. Conscient des enjeux de cette initiative, un secrétariat exécutif va être mis en place. Le siège sera basé à Accra et le secrétariat exécutif sera dirigé par un Ivoirien. Dernière note de cette journée de référence pour le Ghana Cocoa Board et le Conseil Café Cacao, le gala offert dans la soirée par l'organisation Sœurs du Ghana. Pour savourer ensemble autour des mets et par les échanges de présents, cette étape de leur réussite à offrir aux producteurs des deux pays un espoir, un meilleur revenu pour une vie décente. La Côte d'Ivoire est solidaire du Ghana dans son deuil. Le Ghana, la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique pleurent la disparition de l'ancien président Jerry Rawlings, décédé hier dans un hôpital d'Accra à moins d'un mois de la présidentielle. Le scrutin est prévu le 7 décembre prochain. Le président sortant Nana Akufo-Addo et son concurrent John Mahama ont suspendu leur campagne pour une semaine. Les drapeaux sont en berne dans le pays. Un deuil national de 7 jours a été décrété. Je rappelle que Jerry Rawlings a dirigé le Ghana de 1981 à 2001. Voilà, la Côte d'Ivoire solidaire du Ghana dans ce deuil s'engage de plus en plus contre le coronavirus. Ce vendredi 13 novembre, on dénombre 17 cas confirmés. La Côte d'Ivoire enregistre au total 20 899 cas confirmés, 20 599 personnes guéries et 127 décès. Alors attention à ne pas relâcher dans l'observation des gestes barrières. Préservons notre santé, celle des autres, en appliquant scrupuleusement ces gestes simples, mais ces gestes qui sauvent. Et on l'a appris aujourd'hui, la France qui a confirmé avoir neutralisé au Mali dans la région de Ménéka, zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, Bag Ag Moussa, une figure d'Al-Qaïda au Maghreb islamique dont le nom était associé ces dernières années à de nombreuses attaques dans la région. L'annonce a été faite par la ministre française des Armées, Florence Parly. L'opération a été menée par la force française, Barkhane. Fin de ce 20h, merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite l'amour, la paix. Merci de prendre soin de vous. Je vous retrouve avec le même plaisir demain 20h.